C'est l'heure du second débat de ce Sens Public, direction les États-Unis, avec cette question: quelle est cette Amérique qui nous déteste, nous, Européens? Pourquoi les MAGA, ces Américains qui votent Donald Trump, nous méprisent à ce point? Comment défendre nos valeurs, notre modèle économique? Avant d'en débattre, premier constat en images avec Marion Lompageux. Le 14 février dernier, J.D. Vance est à Munich pour une conférence sur la sécurité. Loin d'une soirée romantique entre Américains et Européens, le vice-président a préféré donner une leçon de démocratie à ses alliés du vieux continent. La menace qui me semble la plus inquiétante pour l'Europe n'est ni la Russie, ni la Chine, ni aucun autre acteur extérieur. La menace qui m'inquiète le plus vient de l'intérieur. L'Europe s'éloigne de certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs que partagent les États-Unis d'Amérique. En juin, c'est au sommet de l'OTAN de La Haye qu'est mis la pression sur les Européens. Les États-Unis exigent des membres de l'Alliance une participation à hauteur de 5% de leur PIB, contre 2% actuellement. Les Canadiens et les Européens vont accélérer leurs dépenses pour s'assurer que nous sommes en mesure de nous défendre contre les Russes et d'autres, mais aussi pour être à égal. Et c'est juste que nous dépensions la même chose que les États-Unis. Quelques semaines plus tard, au cœur de l'été, après d'âpres discussions sur les droits de douane, un accord est finalement trouvé en Écosse. Désormais, les produits européens seront taxés à hauteur de 15% lorsqu'ils entreront aux États-Unis. C'est un bon accord. C'est un accord énorme. Les négociations ont été ardues, je le savais dès le début, et cela a effectivement été très difficile, mais nous sommes parvenus à une bonne conclusion pour les deux parties. Encore une fois, félicitations et un grand merci. Donald Trump, le nouveau shérif de Washington, comme le surnomme J.D. Vance, semble satisfait de creuser ce fossé avec les alliés historiques des États-Unis depuis sa réélection. Et on plonge dans cette Amérique qui nous déteste avec Ronan Le Gleut. Bonsoir. Bonsoir Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes sénateur LR des Français établis hors de France, vice-président de la Commission des Affaires européennes. Maud Kessar, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, directrice du domaine Espace Transatlantique Russie à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, spécialiste des politiques étrangères des États-Unis et des guerres de l'information. Et puis vous avez publié il y a quelques semaines une étude sur la puissance sans principe géopolitique du Trumpisme, justement pour l'IRSEM. Richard Verly, bonsoir Richard. Bonsoir Thomas. Vous accueillez, vous êtes correspondant France-Europe pour le média suisse Blick et vous publiez ce livre, Cette Amérique qui nous déteste. Tiens, ça ne nous aurait pas inspiré notre débat. C'était aux éditions Nevigata. Merci et bienvenue sur ce plateau. Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste, éditorialiste pour Sens Public, est évidemment restée à mes côtés. Et vous pouvez participer, flasher ce QR code. N'hésitez pas à poser vos questions sur cette Amérique trumpiste qui nous déteste. Et je serai votre porte-parole. Je vais commencer avec vous, Richard, forcément. Comment vous l'avez découverte, en quelque sorte, cette Amérique qui nous déteste? C'était à l'occasion d'une série de reportages là-bas, c'est ça? C'est ça. Moi, je me suis trouvé pendant à peu près 4 mois l'année dernière, exactement maintenant, ça se terminait maintenant, puisque vous le savez, il y a exactement 1 an, Donald Trump était élu. Et à cette date, je me trouvais donc à Palm Beach, à côté de Mar-a-Lago. Et les 3 mois auparavant, j'avais voulu comprendre ce qu'était cette Amérique trumpiste. Alors, bien évidemment, on connaissait les ténors, MAGA, Donald Trump lui-même, mais ce qui était intéressant pour moi, c'était de voir si ça infusait et jusqu'où ça infusait, notamment vis-à-vis de l'Europe. Et là, ma grande surprise, j'avoue, a été, moi j'ai fait une partie de ce séjour, vous vous en souvenez, en camping-car, donc je suis parti de Chicago, je suis descendu jusqu'à Mar-a-Lago, et ce qui m'a vraiment surpris, c'est de voir à quel point, déjà à l'époque, maintenant j'imagine que c'est probablement encore pire, il y avait cette incompréhension de l'Europe, cette impression que les États-Unis ont affaire à un continent faible, un continent qui sans arrêt, en gros, les embête, leur pose des problèmes, qui ne mérite pas la sécurité qu'on lui accorde, mais au-delà, tout de suite derrière, et ça pour moi ça a sans doute été le plus grand motif d'étonnement, une forme de guerre culturelle. C'est-à-dire pour beaucoup de ces Américains, disons-le, l'Europe est islamisée. Ils voient l'Europe comme un continent qui s'islamise, la France en particulier. Ils voient l'Europe comme un continent qui solde les valeurs chrétiennes, littéralement, ça c'est toute la frange évangélique de l'électorat trumpiste. Et donc si vous ajoutez tous ces griefs et que vous les mettez dans l'entonnoir Donald Trump, qui est un parfait génie de la manipulation politique, ça donne véritablement un refrain de détestation anti-européenne sur le thème « Les Européens, au fond, vous ne servez à rien », d'autant qu'il faut bien le dire,
les racines américaines en Europe, elles sont réelles, elles existent toujours, mais on a affaire à des 4e, 5e, 6e générations. Elle s'éloigne, elle s'effiloche évidemment de plus en plus. Ronan Le Gleut, est-ce que on a un peu l'impression que les Européens sont devenus les boucs émissaires de cette Amérique MAGA, de cette Amérique Make America Great Again, les Trumpistes? Oui, n'oublions pas quand même qu'il y a une Amérique qui nous aime. Oui, et on va évidemment en parler un peu moins dans ce débat. On va un peu, mais elle n'est pas majoritaire aujourd'hui. La semaine prochaine. Voilà, pas majoritaire aujourd'hui. Il semble important quand même de le dire. Vous savez, on a plus de 200 000 Français qui vivent en permanence aux États-Unis. C'est une des plus grandes communautés françaises à l'étranger. C'est aux États-Unis. Dans tous les États des États-Unis, des Français sont installés. Je représente les Français qui vivent à l'étranger. Je suis donc en lien avec eux. Et beaucoup se sentent très bien aux États-Unis. Donc il faut quand même relativiser. Néanmoins, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude, notamment chez les Français qui vivent aux États-Unis, et dans le sentiment, effectivement, est-ce qu'ils nous aiment ou pas, et notamment sur les réformes sur le visa H1, vous savez, avec cette barrière à $100 000 qui va concerner potentiellement des Français, en tout cas ceux qui aspirent à aller aux États-Unis. Et la question sous-jacente et à laquelle aujourd'hui on n'a pas de réponse, est-ce que cette règle va s'appliquer aux Français, par exemple, qui vivent actuellement aux États-Unis, qui vont être en renouvellement de visa? Est-ce qu'il y en a déjà qui ont décidé de revenir? Oui. Disant cette Amérique de Trump, elle est insupportable, je reviens en Europe. Quoi, oui, j'ai des témoignages. Oui. C'est une réalité. Il y a le sentiment, effectivement, que cette pression sur les visas, cette pression sur les entrées, et notamment le sentiment de certains Français qui hésitent, par exemple, qui ont hésité cet été à rentrer en France voir leur famille comme ils le faisaient traditionnellement et qui ne l'ont pas fait. J'ai vraiment des témoignages de la communauté française des États-Unis qui m'en ont parlé. Ou à l'inverse, des Français qui vont là-bas et qui disent voilà, il faut peut-être que je fasse attention à ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça la réalité aussi des étrangers qui sont accueillis sur le sol américain. Mais effectivement, Maud Kessar, il y a des États, il y a des villes qui portent encore finalement, ou qui partagent encore certaines de nos valeurs et certaines des valeurs européennes. Alors absolument, je pense que tout l'enjeu de ce débat, c'est de comprendre cette partie de l'Amérique qui nous déteste et qui est existante et qui est très composite. Donc l'Amérique MAGA, qui est aussi donc soutenue par des réseaux conservateurs religieux, évangéliques, catholiques, conservateurs, comme J.D. Vance, mais aussi les nationalistes blancs, qui participent en fait de ce que vous décrivez. Et puis aussi encore, et je pense que New York en est le plus emblématique, et c'est sans doute là que vous voulez m'amener, il y a une élection qui va avoir lieu donc cette semaine avec un leader d'une opposition qui se cantonne malheureusement pour l'instant à la ville de New York, qui est une ville traditionnellement plutôt quand même très ouverte et très européenne, et donc qui malheureusement n'est pas complètement représentative de l'Amérique MAGA qui pourrait être décrite comme nous détestants. Alors après, il y a effectivement des bastions de résistance avec des endroits, on pense à la Californie évidemment, mais pas seulement, où bien évidemment la communauté de valeurs de leaders politiques, mais aussi de la société civile qui défendent les valeurs de la démocratie libérale sont extrêmement présentes. Et aujourd'hui, finalement, la frange de la société civile qui défend le plus ce modèle démocratique qui est celui aussi de nos alliés, c'est sans doute les rescapés universitaires et académiques qui sont, avec les juristes, finalement un peu les derniers remparts de la démocratie américaine, même si les uns comme les autres, juristes comme universitaires, sont fortement malmenés par cette Amérique de Trump. Alors, on ne va pas faire de la psychologie de bac à sable, si j'ose dire, Richard Verly, mais dans cette... Elle vient d'où, cette détestation de l'Europe, dans l'histoire personnelle, familiale de Donald Trump? Alors, Donald Trump, c'est très frappant. Donald Trump est originaire de son côté paternel, de Karlstadt en Bavière. Vous y êtes allé, d'ailleurs? Absolument, j'y suis allé. Et c'est une ville qu'il n'a jamais citée et où il ne s'est jamais rendu. Ce qui est quand même, dans l'histoire des présidents américains, en général, regardez Biden, il était retourné en Irlande, Clinton aussi. Il y a vraiment chez Donald Trump une volonté de se tenir éloigné de l'Allemagne. De ses racines, alors qu'en revanche, il est plus enclin à fréquenter l'Écosse d'où venait sa mère, où il a un golf bien connu, dont on a montré quelques images, puisque c'est là qu'il a signé l'accord commercial avec Madame von der Leyen. On y reviendra tout à l'heure. Alors, à mon avis, ça s'explique par trois raisons. La première raison, c'est que son propre père, Fred Trump, qui était lui aussi promoteur immobilier, mais plutôt dans un habitat pour classe moyenne à New York, après la guerre, alors que Donald Trump avait une vingtaine d'années, ne disait pas qu'il était d'origine allemande, mais suédoise, parce qu'il fallait travailler avec des investisseurs juifs.
Et vous imaginez qu'allemand, après la guerre d'origine allemande, c'était plus compliqué. Donc Donald Trump a grandi comme adolescent en prétendant qu'il était d'origine suédoise alors qu'il était en fait d'origine allemande. Et d'ailleurs, le chancelier Merz lui a offert l'acte de naissance de son grand-père, Frédéric Trump, qui lui était venu aux États-Unis. Il était né aux États-Unis et c'est cette génération-là qui avait émigré vers les États-Unis. Toute la presse allemande. Il est né en Allemagne et émigré aux États-Unis. Et toute la presse allemande a dit que c'était une erreur, que Merz avait fait une gaffe, parce que Donald Trump ne voulait absolument pas qu'on lui rappelle ça. La deuxième raison, alors là on la connaît, c'est parce que l'Allemagne, c'est la puissance industrielle qui l'insupporte, avec les fameuses voitures, il ne supporte pas de voir ses Mercedes, etc. Et puis la troisième raison, qui est à mon avis tout aussi profonde, c'est que vous avez en Allemagne, quand même dans cette Allemagne de l'après-guerre, un respect du droit, un respect de la Constitution, un respect d'un certain nombre de valeurs, bien évidemment en riposte à ce qui s'est passé auparavant. C'est-à-dire tout ce que Donald Trump ne respecte pas, tous les principes, puisque vous avez fait une étude sur ce sujet, sur lesquels il marche en permanence pour assouvir sa puissance. Au fond, l'Allemagne est à ses yeux une puissance, un pays beaucoup trop frileux, beaucoup trop normatif pour lui. Alors tiens, sur ces combats des valeurs, et je vous redonne la parole aux uns et aux autres évidemment, je vous propose d'écouter le vice-président américain J.D. Vance. 20 février dernier, on est lors de la grand-messe des conservateurs à Washington, il fait la leçon aux Européens. Ce que j'essaye de faire comprendre à nos amis européens, et je pense qu'ils sont nos amis, je le pense, et je sais que le président Trump le pense aussi, c'est que l'amitié est fondée sur des valeurs communes. Nous n'avons pas de valeurs communes si vous emprisonnez des gens qui disent que nous devrions fermer nos frontières. Nous n'avons pas de valeurs communes si vous annulez des élections parce que vous n'aimez pas le résultat, et cela s'est produit en Roumanie. Nous n'avons pas de valeurs communes si vous avez tellement peur de votre propre peuple que vous le faites taire et que vous le réduisez à l'impuissance. Ayons donc des valeurs communes. Question d'Ulysse qui nous écrit de Saint-Cyr au Mont-d'Or. Les États-Unis ne cherchent-ils pas à imposer leur vision de la démocratie? Ça rejoint ce qu'on vient d'entendre. Je veux bien votre avis là-dessus, pendant le Gleu. Les États-Unis s'éloignent du continent européen aussi par la distance qui nous sépare dans le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que quand les États-Unis étaient un peuple constitué d'Européens émigrés d'Europe, la proximité, évidemment, elle était extrêmement ténue. Mais le temps passant, et notamment par des vagues migratoires venues d'Asie, d'Amérique latine ou d'ailleurs, ont transformé le peuple américain. Et aujourd'hui, les Européens les Américains d'origine européenne sont proportionnellement moins nombreux, évidemment, qu'à l'origine. Moins nombreux qu'en 1939-45, par exemple. Moins nombreux, en fait, que même il y a 50 ans, 40 ans, progressivement. Et cette distance, la modification, finalement, de la démographie américaine, du peuple américain, crée une distance avec les Européens. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui font que, vous voyez bien, aux États-Unis, le tournant vers la côte pacifique. Le fait que les Européens sont arrivés sur la côte atlantique des États-Unis, que progressivement la population américaine s'est développée jusqu'au Pacifique. Et aujourd'hui, vous voyez toutes les grandes villes du Pacifique. Donc vous voyez, il y a une évolution très profonde des États-Unis qui est donc moins tournée vers l'Europe. Alors, je reviens à la question de la démocratie, parce que là, on écoute le vice-président qui fait référence à cette élection en Roumanie. Je rappelle qu'elle avait été truquée par un candidat d'extrême droite, sorti de nulle part, soupçon de corruption d'électeurs, de blanchiment d'argent, de falsification informatique, le tout sur fond d'ingérence de la Russie. C'est ça ce dont parle... par la Cour constitutionnelle, c'est ça qui irrite beaucoup. Est-ce que la Cour constitutionnelle dirait... Alors, effectivement, là, on parle de valeurs du droit, de valeurs de la démocratie qu'il faut défendre. Et je reprends la question. C'est quoi la démocratie que les MAGA, que les Trumpistes prônent aujourd'hui? Je crois que dans l'introduction de cette émission, vous rappeliez le discours de Munich de J.D. Vance, qui est en fait... la répétition, mais aussi le préalable à ce qui se passe à Washington quand il y a la réunion des national-conservateurs, et là où s'exprime J.D. Vance en rappelant qu'effectivement, les MAGA qu'il incarne, lui, en tant que dauphin de Donald Trump, et qui forment finalement cette convergence de ces différents courants religieux, national-conservateurs et complotistes,
eh bien, ces trois courants sont en faveur plutôt d'un modèle de démocratie libérale que de démocratie libérale. Et c'est là que illibéral plutôt que libéral. Illibéral plutôt que libéral. J'apporterai une nuance sur l'effet de distanciation qu'il y a vis-à-vis de l'Europe. Parce que si on regarde bien les phénomènes de circulation des idées, puisqu'on parle de groupes, il y a deux groupes finalement, il y a les démocraties libérales et les démocraties illibérales. En Europe, nous sommes aussi divisés sur cette question. Oui, c'est vrai, bien sûr. Et or, ce qui alimente d'abord finalement le substrat qui pourrait être idéologique ou qui cherche à l'être chez les MAGA, c'est ce qui s'est passé autour du travail de l'Heritage Foundation, qui s'est passé aussi au Claremont Institute en Californie. Et ce travail-là, qui est un travail finalement de presque idéologisation ex post, après l'arrivée de Trump, eh bien, s'inspire d'abord des phénomènes de circulation que l'on peut voir en Hongrie, puisque en fait, les racines de ce mouvement-là et les idées viennent de Hongrie, et pas à l'inverse. C'est pas les États-Unis qui voudraient réexporter ces idées-là dans ces guerres culturelles. Donc en fait, on a ici un phénomène de circulation, qui est un phénomène de circulation finalement de mouvements illibéraux et de droite extrême, avec un substrat idéologique qui n'est pas non européen. Alors, en réalité. On va ouvrir vous vouliez prendre la parole peut-être. Peut-être pour dire qu'il me semble qu'au fond, on renvoie aux États-Unis l'image des États-Unis d'avant Donald Trump. Et c'est peut-être ça qui est le plus irritant, il me semble. C'est-à-dire qu'au fond, prenez par exemple la France de 1789 qui devient républicaine alors qu'elle n'est qu'entourée de monarchie et d'empire. Elle est finalement isolée dans ce concert diplomatique. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose, conservatisme, progressisme. Dans l'idée que la France ait des valeurs qui soient finalement progressistes par rapport au retour du conservatisme de Donald Trump, eh bien ça lui renvoie tout à fait l'image qu'il ne veut plus faire prospérer aux États-Unis. Donc j'ai un peu l'impression qu'on est le partenaire qui ne l'arrange pas. C'est aussi pour ça qu'on l'irrite, j'entends ça. Chapitre immigration, vous avez commencé à en parler tout à l'heure. À quel point cette Amérique MAGA que vous avez rencontrée, elle défend effectivement des racines blanches, des racines chrétiennes, et jusqu'où on a ce discours? Jusqu'où? Écoutez, c'est la dernière prise de position de l'administration Trump qui va ouvrir l'immigration, particulièrement aux afrikaners de Sud-Afrique, c'est-à-dire aux blancs sud-africains. On ne peut pas être plus clair quand même. On donne un statut privilégié aux blancs d'Afrique du Sud. Si ça, c'est pas clair quant à la volonté de drainer vers les États-Unis une certaine immigration, je crois que là, on a la preuve. Sur ce que vous disiez, c'est très juste. Il y a effectivement une circulation des idées, et on pourrait presque dire que cette Amérique qui nous déteste est inspirée par cette Europe qui se déteste elle-même d'une certaine manière. Sauf que la grande différence, c'est que l'audience de M. Orban, elle n'a rien à voir avec l'audience de M. Trump. L'audience de M. Trump, elle est mondiale et j'allais dire, il est un porte-voix beaucoup plus important. Et il y a une autre chose, je crois quand même, et là j'en reviens à ces Américains, j'allais dire, normaux, qu'on peut croiser. Moi j'ai fait beaucoup de camping, ça vous étonnera pas, parce qu'il fallait que je gare ce camping-car, qui était un peu large à mon goût d'ailleurs, que j'avais parfois de la peine à conduire. Eh bien, vous voyez quoi? C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment, et ça je crois que c'est important de le comprendre, et on a de la peine à le comprendre, ils ont le sentiment qu'on est décadent. On est décadent. Et là, ça rejoint Vladimir Poutine, évidemment, puisque ils ont le sentiment qu'on ne se bat plus pour des idées. Ils nous en veulent quand même beaucoup. Moi, j'ai été surpris, vous savez, il y a des choses que... Je ne suis pas un spécialiste des États-Unis. Vous rencontrez souvent des vétérans aux États-Unis. Il y a beaucoup de vétérans. Et les vétérans, la guerre d'Irak et le fait que la France ait refusé d'y participer, ils l'ont là. Parce que eux, ils se sont fait canarder. La justification de la guerre n'était pas bonne. Ça, c'est un autre sujet. Mais ils nous reprochent de ne pas s'être battus à leur côté. Ils nous reprochent de les laisser, au fond, seuls face à un certain nombre de défis sécuritaires, puisqu'ils doivent payer pour nous, c'est tout ce qu'on a vu à propos de l'OTAN. Et ils nous reprochent enfin une dernière chose. Alors là, on est dans le dur, c'est d'être envahis par les LGBT, alors qu'eux veulent se purger de ce qu'ils estiment être presque, littéralement, un cancer social, le cancer du wokisme. Et ça va jusque-là dans les termes employés. Sur l'immigration, Ronan Le Gleut, il y a quand même une désignation de l'immigré comme un ennemi, comme quelqu'un qui va... Il y a eu des termes qui étaient très forts, insupportables, c'était quoi, polluer la race ou polluer le sang, je ne sais plus exactement. On retrouve ce discours-là à l'extrême droite dans notre pays, chez une partie des LR aussi. Chez une partie des LR, vous sentez.
Non, écoutez, si. Non, je suis navré, mais là, je ne peux pas vous laisser dire ça. L'immigration présentée comme... n'est pas une chance pour la France, oui, ce genre de déclaration. Écoutez, aujourd'hui, la situation, elle est la suivante. Il y a une situation où il n'y a plus de contrôle des flux migratoires en Europe. Bon, on le sait, tous les constats ont été faits, et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne, dans ses débats, a voté le pacte asile et migration, et qu'aujourd'hui, il y a une refonte complète de la directive retour à travers le règlement retour, effectivement. Et donc, si vous voulez, il y a un consensus européen. Ce n'est pas une question franco-française, italienne, allemande, il y a un consensus européen sur cette question. Moi, je vous dis, là, on dépasse largement j'entends pas mal d'électeurs LR qui sont pas loin de tenir le même discours que les MAGA. Non, alors pas du tout. Écoutez, là, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je suis navré, mais il y a une différence de nature, notamment par le fait que nous n'avons pas la même histoire, notamment le fait que Trump, quand il arrive, évidemment, il fait la primaire des Républicains. Mais il arrive de façon orthogonale dans la primaire des Républicains. Et on voit bien qu'il y a une rupture dans l'histoire du Great Old Party, le GOP, le Parti républicain américain. Ce n'est pas l'histoire des Républicains français. Et d'ailleurs, vous voyez bien, aujourd'hui, on a gouverné, par exemple, avec le socle commun. Si ce que vous dites était vrai, jamais... Gabriel Attal et François Bayrou n'auraient accepté. Oui, mais je ne vais pas ouvrir. On ne va pas ouvrir un grand chapitre sur le RN, mais il y a quand même aussi une tentation d'aller gouverner peut-être avec le RN un jour. Mais bon, voilà, on n'y est pas, on verra bien. Et je n'ai pas à donner mon avis, mais j'espère que ça n'arrivera pas. Maud Kessa. Alors, deux choses, si je puis me permettre. Le discours de Trump à l'ONU, où il commence par dire qu'en fait, le gros problème de cette organisation multilatérale, c'est le fait qu'en fait, elle soit plutôt favorable à une immigration de masse et qu'elle n'a pas pu donc contribuer à la sécurisation des frontières américaines. Et donc, Trump, comme à son habitude, mélange un petit peu tout. Et moi, je pense qu'il y a quand même une grosse différence par rapport à cette dérive américaine que nous avons sous nos yeux, qui est une dérive autoritaire, avec une confiscation par le président de pouvoirs qui ne sont... Il y a un dévoiement du rôle des armées, en particulier, qu'il utilise pour des pouvoirs de police et pour sécuriser la frontière, puisque c'est son obsession, et que l'immigration est la priorité de l'agenda, et qui va même dévoyer certaines prérogatives d'agences gouvernementales, qui doivent faire, par exemple, de la lutte cyber ou informationnelle, et dont les personnels doivent aujourd'hui s'occuper des questions d'immigration. Donc dans la mise en œuvre, on a une confiscation totale de l'appareil d'État, à une visée et un seul objectif, qui est celui, en fait, de cette obsession pour la vague migratoire. Il nous reste 20 minutes, deux grands chapitres, la liberté d'expression. On va voir comment dans les deux pays continents, ces mots-là prennent des sens totalement différents. Et puis évidemment, le bras de fer sur les droits de douane. Voilà les deux grands chapitres qu'on vous propose. Vous vouliez intervenir sur cette question parce qu'il y a peut-être quand même alors il y a peut-être une stratégie de la part de Donald Trump et de ses soutiens de diffuser finalement leur modèle dans certains pays d'Europe. Il y a cette dimension-là. Et puis il y a aussi la tentation de l'homme fort, qui diffuse chez certains Français ou chez certains Européens. Tout à fait. Et donc, ce que je voulais juste ajouter, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, c'est que quand Donald Trump, et c'est officiel maintenant, ouvre la porte des États-Unis aux Afrikaners blancs, il ne l'ouvre pas aux Européens. Il n'a pas dit les Européens sont bienvenus au même titre que les Afrikaners blancs. Ce qui veut dire quelque chose, c'est que pour eux, pour ces MAGA, pour cette administration, les Européens, ils sont tous plus ou moins déjà métissés. Je n'exagère pas en disant ça. Il y a vraiment ce sentiment. Quand j'entends parler aux États-Unis d'islamisation de l'Europe, je peux vous promettre qu'ils y croient. Il faut rappeler que Peter Thiel et les géants de la tech sont tout à fait dans cette lignée-là, et aussi pour des raisons personnelles, puisque vous avez étudié leur biographie. C'est un peu le chef de file des libertariens, on peut dire ça comme ça. Allemand, passé par l'Afrique du Sud, et Elon Musk lui-même qui a grandi dans l'Afrique du Sud. Qui est le gourou de cette, finalement, de cette frange qui veut s'idéologiser des MAGA et qui donc a aussi les cordons de la bourse, il ne faut pas l'oublier. Effectivement. Allez, comme promis, on ouvre le chapitre consacré à la liberté d'expression. On a écouté un extrait de l'un des discours du vice-président
vice-président américain J.D. Vance tout à l'heure. Comment vous analysez ces discours du vice-président américain? Alors moi, j'ai trouvé que c'était une manière de sauver l'Europe, en réalité, des lumières qu'elle aurait elle-même éteintes. Et, bon, disons-le, il n'y a à peu près aucune part de vérité dans ce discours-là, à part la confusion entre des interdictions et des conceptions de la liberté d'expression. Et j'aimerais vous parler un peu plus de la conception européenne et française. La conception européenne, elle résulte de l'idée que, au fond, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui dit ça, au fondement de la société démocratique, il y a la liberté d'expression. C'est vraiment la liberté mère, c'est elle qui va nous permettre de mesurer la vivacité des démocraties, mais, et il y a tout de suite un mais dans l'alinéa 2, notre Convention européenne des droits de l'homme, c'est la limite que nous aimons autant que la liberté d'expression. Oui. La limite dans, je cite à nouveau la Convention européenne des droits de l'homme, dans toute mesure nécessaire à la société démocratique. Et là, on en a une grande liste, la santé, la sécurité nationale, l'intégrité territoriale. Donc, on le voit, c'est un raisonnement qui est directement issu de notre histoire à nous, Cocorico, les Français, 1881. Je suis remontée très loin. Oui. La loi sur la liberté de la presse française, qui est, je le dis, le bijou des lois libérales, notamment parce qu'elle est très avant-gardiste. Première loi sur les fake news, quand même, on en parle assez peu. Loi sur le contrôle de la satire des opinions étrangères. Comment est-ce qu'on travaille toutes ces questions près de 2 ans avant son adoption, on le voit vraiment, des très beaux débats, et la création des délits de presse. Alors c'est ça qui irrite un peu Vance, c'est les délits de presse, c'est-à-dire cette idée qu'il y a des abus de liberté d'expression, et c'est là-dessus que nous, en France, on est assez forts, puisque on ne protège pas la liberté d'expression avant tout. On considère aussi qu'on ne peut pas atteindre, par ses propos, la dignité, créer des discriminations, amener à des discours alimentant le complotisme ou déstabilisant l'état de droit. En gros, on protège plus la démocratie que la liberté. En France, et je vais faire une petite liste de tout ce que nous ne faisons pas comme les Américains, histoire qu'on voit bien nos différences de culture. Nous sommes des amoureux des libertés et donc de leur conciliation et du fait qu'il y en ait plusieurs en même temps, d'où la limite à la liberté d'expression. Nous ne réfléchissons pas au peuple français ou peuple américain, we the people, dans la Constitution américaine, mais à la nation. C'est-à-dire que nous avons l'idée d'être un être collectif et on s'en enorgueillit. Nous préférons protéger l'unité nationale en interdisant tous les discours qui pourraient être amené à reconstruire l'histoire. C'est une de nos forces, d'ailleurs, en 1945, avec le général de Gaulle qui refuse de faire se confronter des lectures de l'histoire de France. Voilà quelques irritants, à mon avis. Alors, qu'est-ce qui fait dire cela à J.D. Vance? Alors, une forme de manipulation des concepts très propres au mouvement populiste qui consiste à considérer que les libertés sont bafouées lorsque, finalement, le discours ne va pas dans leur sens. L'état de droit est bafoué par les juges qui prennent des décisions contre le pouvoir MAGA. On a un discours contre l'immigration, eh bien, il faut le laisser se déployer. Et donc, on voit bien qu'en fait, on est sur un parti de frustration politique qui consiste à se dire que tout ce qui est défavorable et tout ce qui n'est pas l'idée de cette idéologie, eh bien, c'est tout simplement tout à fait contraire à la liberté d'expression. Donc, c'est une très curieuse méthode quand même, étant donné que c'est quand même le pouvoir en place qui utilise, on l'a dit, presque l'armée à l'intérieur, qui va censurer des médias, choisir quelques mots-clés que les universitaires ne peuvent plus employer. Donc, c'est quand même une très curieuse interprétation de la liberté d'expression. Je terminerai par une phrase de Voltaire qui nous disait, et on la connaît tous, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. Et c'est ça, la fierté d'être français. Votre avis, Ronan Le Gleut, sur ce combat pour la liberté d'expression aux États-Unis? Est-ce que, sous couvert de liberté d'expression, Donald Trump est en train de saper un des fondements de la démocratie américaine, finalement? Non, mais il faut quand même revenir aussi à les États-Unis avant Trump. Oui. Les États-Unis avant Trump défendaient déjà l'idée que la liberté d'expression, c'était que nous pouvions tout dire aux États-Unis. Trump n'y a rien changé. Je prends par exemple le fait de propos négationnistes ou révisionnistes. C'est interdit, à juste titre, fort heureusement, chez nous. C'était autorisé aux États-Unis avant Trump. Vous voyez, c'est pas Trump qui a changé cette donne. C'est une conception américaine. C'est une conception américaine. Donc il faut, je pense aussi, faire la part des choses entre ce qui est de la culture américaine et ce qui est du Trumpisme. Elle a été quand même très récupérée politiquement aujourd'hui. C'est ça qui finalement, à mon avis, brouille les pistes, c'est qu'il y a cette conception américaine avec l'idée que la protection du premier amendement est absolue. Et vous le dites, il n'y a pas d'intervention de l'État. Et ça, c'est très différent, vous avez raison, culturellement. Mais politiquement, aujourd'hui, c'est quand même récupéré pour lutter contre les opposants, notamment, je pense évidemment aux démocrates. C'est ce que j'allais dire. C'est un outil
faire taire les opposants quand même. Absolument rappeler. Et ce moment de bascule, ça a été au moment du 6 janvier 2021, puisque là, cette liberté d'expression, elle conduit à l'indictment, c'est-à-dire à l'attaque, à l'insurrection, à une action violente dans le monde réel. J'utilise cette expression à dessein parce que, en fait, les contenus ont beaucoup été véhiculés sur les réseaux sociaux. Eh bien, ce passage à l'acte, selon le barreau de New York, mais je parle sous votre contrôle, chers collègues, nous dit que c'est la limite aux États-Unis. Oui, on peut dire beaucoup de choses, mais si on a un discours d'incitation à la haine et de passage à l'acte avec pas simple, une action subversive dans le monde réel, et j'insiste sur cela, puisqu'il y a un certain nombre de jurisprudences qui a été émise à la suite de ces actions et de condamnations, et ça n'est pas simplement pour des actions politiques, en fait. Quand on regarde un peu ce qui se passe dans la vie américaine, ça peut toucher aussi à des questions qui touchent à l'intégrité physique des personnes, parce qu'il y a des questions de santé ou autres. Donc il y a cette limite-là, et si Donald Trump semble avoir retourné complètement l'argument, de même que Elon Musk ou Peter Thiel d'ailleurs, qui utilisent absolument le même argument. En revanche, les juristes américains réfléchissent beaucoup à ces questions et en s'inspirant beaucoup de ce que nous, Européens, pouvons émettre en matière de régulation aussi de la parole dans le débat public. Oui. Dans votre livre, Richard Verly, vous racontez l'histoire de Laura Loomer, qui est une influenceuse réactionnaire, on peut dire ça comme ça. L'évolution de sa place dans le débat public américain, elle est assez révélatrice quand même. Oui, ça, ce sont des gens, on pourrait dire la même chose de Charlie Kirk, qui a été assassiné, on pourrait citer Candace Owens, dont on parle beaucoup à propos de l'affaire Brigitte Macron, ce sont des gens, évidemment Joe Rogan, le podcasteur, qui a ce podcast extrêmement suivi, auquel Donald Trump et Elon Musk ont donné de très longues interviews, ce sont des gens qui estiment véritablement qu'ils détiennent la vérité, et surtout, ce sont des complotistes par définition. C'est-à-dire, la vérité est ailleurs. La vérité est ailleurs. La vérité, et on les empêche de s'exprimer. Absolument. Voilà, et puis, alors, on en revient à l'Europe, et pour eux, ce qu'ils reprochent à l'Europe, c'est quoi? C'est que pour l'instant, on va voir, ça va peut-être changer, pour l'instant, il n'y a pas encore de personnalités emblématiques comme eux en Europe. Il y a des partis politiques d'extrême droite, affiliés au Trumpisme, etc. Mais il n'y a pas ces personnalités, je dirais, issues de la société civile qui drainent avec ce type de thèse des millions de followers. Et donc, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ça ne doit pas échapper. Peut-être parce que notre droit, justement, les empêche de tenir de tels propos. Tout à fait. Et il y a un lien direct entre, je dirais, le ressentiment de ces podcasteurs, de ces influenceurs comme Laura Loomer que vous avez cité, et la législation sur le numérique, parce que ce qu'ils veulent, pourquoi les États-Unis de Trump veulent autant casser les législations européennes sur le numérique, c'est parce qu'ils veulent précisément ouvrir ce champ numérique, et le moment où la législation tombera, eh bien vous pouvez être sûr que les Joe Rogan, les Laura Loomer, ils trouveront des disciples européens qui d'un seul coup émergeront et comme eux, auront des millions de followers. Ça, un mot là-dessus. On a vu les complotistes ont essaimé avec le mouvement QAnon en Europe, en Allemagne, en France et en Italie. C'est très documenté. Ces écosystèmes de propagande sont très présents aussi de ce côté de l'Atlantique, et il faut quand même en être très conscient. Alors, j'ouvre un chapitre sur l'aspect économique, la tournure économique prise par cette détestation d'une partie des États-Unis vis-à-vis de l'Europe, et on en parle avec Steve Jourdain tout de suite. On va parler des droits de douane, évidemment. Rebonsoir Steve, puisque cet été, le président Trump a imposé ces nouveaux droits de douane à l'Union européenne pour contrer ce qu'il considère, je le cite, comme des barrières commerciales injustes. À quoi faisait-il référence? Vous vous souvenez de cette petite phrase, Thomas? L'Union européenne a été créée pour arnaquer les États-Unis. On se souvient de cette petite phrase qui énervait Donald Trump à l'époque. C'était notamment les droits de douane imposés par l'Union européenne sur les voitures américaines. Elles étaient taxées à 10% au moment de leur entrée sur le territoire européen, contre 2,5% pour les voitures européennes qui arrivaient aux États-Unis. Trump a évoqué à plusieurs reprises ce déséquilibre. Il a aussi beaucoup insisté sur les barrières non tarifaires. Vous savez, ces normes et réglementations qui protègent le marché européen. On interdit, par exemple, d'importer du bœuf aux hormones pour des raisons sanitaires. Or, les États-Unis sont de grands producteurs. Trump aimerait bien nous en vendre un peu. Oui, et donc il a tapé du poing sur la table. Oui, très fort. Oui, jusqu'à cet été, il menaçait de faire passer les taxes à 30% sur tous les produits européens entrant aux États-Unis, avec toujours l'argument du déséquilibre pour justifier ces mesures. Écoutez-le.
Nous avons une relation très unilatérale, très injuste envers les États-Unis. Et je pense que les deux parties veulent voir un peu d'équité. Mais actuellement, tout est très unilatéral. Ça ne devrait pas être comme ça. Donc nous nous rencontrons avec Ursula von der Leyen, très brillante représentante de l'Union européenne, et nous allons résoudre, j'espère, quelques problèmes. Rencontre à Turnberry en Écosse, c'est là que Trump possède un luxueux complexe hôtelier. C'est là aussi donc que la présidente de la Commission européenne s'est rendue fin juillet pour conclure ce fameux deal. Oui, alors que prévoit-il cet accord entre l'Union européenne et les États-Unis? Les détails ont été révélés fin août. L'Union européenne obtient un engagement principal de la partie américaine, celui de limiter à 15% les droits de douane appliqués par Washington sur l'essentiel des produits européens. En échange, l'Union européenne accepte d'importantes concessions. Bruxelles supprime par exemple l'ensemble des droits de douane sur les produits manufacturés américains. Elle accepte aussi plus de flexibilité dans l'application du pacte vert aux entreprises américaines. Des investissements importants sont également promis à Donald Trump. 175 milliards de dollars d'achats énergétiques américains d'ici à 2028. 750 ou 175? 750. J'ai dit quoi? 175. 750, effectivement. Ouais. Sur la même période, les entreprises européennes devraient aussi investir 600 milliards de dollars dans des secteurs stratégiques aux États-Unis. Et puis enfin, l'Union européenne s'engage à acheter 40 milliards de dollars de semi-conducteurs destinés au développement de l'intelligence artificielle. Réaction de François Bayrou à l'époque sur X. Thomas, peut-être que vous en souvenez. C'est un jour sombre que celui où une alliance de peuples libres rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts se résout à la soumission. Fin de citation. Merci beaucoup, Steve Jourdain, pour toutes ces informations. Est-ce que vous reprenez ce mot, Renan Le Gleut, la soumission? Est-ce que l'Union européenne, avec cet accord, s'est soumise à Donald Trump? Alors, c'est un sujet absolument fondamental. C'était le 27 juillet dernier. Oui. Et nous avons évidemment entendu tous les commentaires qui ont pu être faits sur cet accord, qui a des conséquences massives sur nos vies et notre économie. Mais il y a un commentaire que je n'ai pas entendu, oui, et qui pour moi est le plus important et qui dépasse tous les autres. Comment voulez-vous avoir un bon accord avec votre protecteur? Ah, donc on en revient à la protection militaire. Mais bien sûr, je n'ai pas entendu ce débat. Seuls quelques think tanks ont publié sur le sujet, mais dans le débat public, ce sujet clé, c'est que vous ne pouvez pas négocier avec votre protecteur. Le partage nucléaire américain, la présence de soldats américains sur notre sol, les investissements massifs qui sont faits militairement font que, à part les Français, tous les pays de l'Union européenne, sauf nous, comptent sur les États-Unis pour leur propre protection. Ils ne comptent pas sur leur propre armée, ils comptent sur l'armée américaine. Nous sommes les seuls Français à compter, à juste titre, sur l'armée française pour assurer la protection de la France. Les 26 autres pays de l'Union européenne ne comptent pas sur l'armée de leur nation. Ils comptent sur l'armée américaine. Comment voulez-vous avoir un bon accord commercial tant que les Européens n'auront pas pris le chemin de l'autonomie stratégique, sujet sur lequel, vous savez, nous travaillons depuis des années. Effectivement. Tiens, là-dessus, je vous donne la parole tout de suite, Maud Kessar. On écoute Donald Trump, c'était en janvier dernier. Alors, il l'avait déjà dit lors de son premier mandat, pression sur les pays européens membres de l'OTAN, pas assez de dépenses militaires. Il le redit en janvier. On était à 2% dans ses discours du premier mandat. Là, il monte jusqu'à 5%. Écoutons-le. Je vais également demander à tous les pays de l'OTAN de porter leurs dépenses de défense à 5% du PIB, ce qui aurait dû être le cas il y a des années. Elles n'étaient que de 2% et la plupart des pays n'ont pas payé jusqu'à ce que j'arrive. J'ai insisté pour qu'ils payent et ils l'ont fait parce que les États-Unis payaient la différence à l'époque et que c'était injuste pour nous. Maud Kessar, vous faites le lien entre effectivement l'accord commercial et la dépendance militaire de l'Europe envers les États-Unis. C'est impossible de ne pas faire le lien, à la fois pour les enjeux transatlantiques qui nous occupent, en pleine négociation sur l'Ukraine. On ne peut pas demander des garanties de sécurité aux États-Unis si, bien évidemment, il n'y a pas d'autres leviers de négociation, surtout avec l'Amérique de Trump. Donc ce serait quand même extrêmement utopique et peu réaliste de penser autrement, sachant que ce type de négociation, comme je le rappelais, n'est pas propre à des négociations qui se font uniquement dans l'espace transatlantique. C'est la même chose avec les alliés du Pacifique, où Trump s'est rendu très récemment. Et donc le nexus commerce-sécurité, c'est un nexus, c'est un nœud gordien qu'on ne peut pas dénouer.
Sinon, on rate une partie de l'équation. Et donc, effectivement, si une grande partie des pays européens, comme le rappelait monsieur le sénateur à ma droite, dépendent ou comptent toujours sur les États-Unis dans une période de grande incertitude et dans une période aussi où beaucoup de nos voisins européens se sentent directement menacés par la Russie. Et il n'y a pas que nos voisins, il y a aussi nous-mêmes qui sommes menacés par la Russie actuellement. Et donc, pouvoir négocier aujourd'hui une évolution vers une autonomie stratégique qui ne sera que progressive si on parle en termes réalistes, nécessite aussi de toujours s'appuyer sur des infrastructures américaines dont nous dépendons. Et donc, le fait que Trump nous rappelle qu'il fallait mettre 5%, finalement, là, on peut lui donner peut-être, non pas raison, mais quand il dit que ça fait des années que les Américains nous demandent cela, démocrates comme républicains, MAGA ou non, depuis les années 70, les politiques américains pensent que nous sommes trop reposés sur les dividendes de la paix. Oui, et on peut considérer qu'elle a une opportunité stratégique d'une certaine façon Absolument. pour les pays européens. Et celui qui disait ça, c'était le sénateur Mansfield, qui était un sénateur démocrate au début des années 70, dans une période où le contexte économique aussi est extrêmement majeur et où on voyait les Européens comme des compétiteurs, d'abord commerciaux, avant d'être d'autres types de compétiteurs. Mais Richard, vous avez sillonné les États-Unis pour la campagne, mais vous sillonnez aussi pas mal de pays, pour pas mal de voisins européens, c'est très difficile de changer cet état d'esprit, quoi. C'est ce que nous décrivait le sénateur Le Gleut à l'instant, c'est-à-dire que la dépendance ou le choix de la dépendance aux armes américaines, c'est majeur depuis 70 ans. Mais j'irai même plus loin, c'est difficile pour nous tous en tant qu'individus. Parce que derrière, effectivement, la nécessité de se réarmer et de se réarmer si possible ensemble, ce qui déjà est une complication au niveau européen, vous avez une simple chose qui s'appelle la confiance. On a appris, on a été éduqués, en tout cas ceux de notre génération, mais il me semble que les suivants aussi, dans la confiance de la puissance américaine. En gros, dans cette idée que l'Amérique aura toujours, si nous devions être agressés, des équipements militaires à hauteur des défis pour nous défendre. Alors il y a cette exception française avec la dissuasion nucléaire, mais allez dire aujourd'hui aux Polonais que les Européens, ensemble, sont capables d'accoucher d'un arsenal qui les protégera. Ils ne vous croiront pas. Parce qu'ils pensent que, in fine, la protection américaine est quand même meilleure. C'est ce que j'appellerais le syndrome du bouclier. Vous avez le bouclier en titane côté américain, et les Européens qui éventuellement peuvent faire une sorte de bouclier en aluminium qui vous protégera, mais ça dépend du projectile que vous recevrez. Et ça, je caricature un peu, mais c'est extrêmement difficile à changer. La confiance, cette idée que... Et puis par ailleurs, vous avez l'autre défi qui est que construire même un bouclier en aluminium, encore faut-il le faire ensemble. Et là, vous avez les industriels français, pas anglais, encore que parce que le Royaume-Uni fait partie de l'univers de défense européen, les Allemands qui se chamaillent, voire qui sont en total désaccord. On a vu récemment que Dassault, le constructeur du Rafale, a dit clairement qu'il n'avait pas besoin des Allemands pour faire l'avion du futur. Sur le futur avion de chasse européen. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Richard, évidemment, votre livre, Cette Amérique qui nous déteste, est publié aux éditions Nevicata. Merci encore d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat. Je vous donne rendez-vous demain 18h, 22h. Vous pouvez retrouver nos débats sur publicsénat.fr, nous réécouter en podcast. Et puis notez que demain matin, Oriane Mancini reçoit François-Xavier Bellamy, député européen, vice-président délégué du parti LR, Les Républicains. Belle soirée.